merci pour ces deux présentations vraiment très stimulantes et très, très riches. Alors justement, on est à Paris-Saclay, certes, et il y a, je pense, une majorité de Paris-Saclay au sens large dans la salle, mais puisqu'on a la chance d'avoir précisément une personne bien impliquée dans Sorbonne Université, est-ce que tu pourrais justement développer ce système d'incitation? Parce que sur Paris-Saclay, pour le dire en deux mots, il y a beaucoup de choses qui sont engagées plutôt du côté de l'enseignement, effectivement, alors soit déjà lancées, soit en gestation. Sur les aspects recherche, ça me paraît plus compliqué, mais bon, d'autres collègues seront mieux placés que moi, notamment nos vice-présidents, pour en parler. Mais voilà, c'est bien d'avoir vraiment un peu plus de matière sur ce que vous avez pu, ou ce que vous êtes en train, ou ce que vous n'avez pas pu d'ailleurs, mettre en place. Parce que quand tu dis politique, en fait, c'est vrai que le politique, ça marche avec les élections classiques, le président de la République, etc., etc., etc. Je me caricature moi-même en prenant cet exemple-là. Mais dans le fond, on fait aussi de la politique au niveau local. On a aussi une vie en principe collective et politique, même si par ailleurs, il y a eu, je pense que pas mal d'entre vous ont vu passer l'émotion par rapport à un problème de représentation et de structuration de Paris-Saclay. Mais c'est un autre débat qu'on va peut-être pas y entrer tout de suite. Alors, merci beaucoup pour ta question. Donc là, je suis dans une position un tout petit peu inconfortable parce que donc la fonction de directrice là, de l'Institut de la Transition, c'est une fonction scientifique. Mais la question que tu me poses, c'est une question sur la gouvernance de l'université, en fait. Donc, moi, j'ai pas participé. Ouais. Alors, donc le choix, ce qui a été décidé à Sorbonne Université pour une partie de l'argent de l'IDEX, c'est donc de créer des instituts interdisciplinaires. Donc on a transition, Institut de l'océan, intelligence artificielle, patrimoine, matériaux, et c'est des instituts donc sur l'alliance avec l'UTC, le muséum, pour l'essentiel. Et le but affiché des instituts, ce qui est écrit dans les lettres de mission, c'est de favoriser, de faire émerger des recherches vraiment interdisciplinaires, comme on a du mal à les faire financer par ailleurs. Donc il y a de l'argent pour chaque institut, donc comme je l'ai dit, pour des contrats doctoraux, et c'est des sommes d'argent qui sont pas gigantesques, c'est moins d'1 million d'euros par institut, donc c'est pas des sommes gigantesques, mais c'est vrai que ça fait grincer beaucoup de dents parce que c'est de l'argent, encore une fois, qui ne va pas ailleurs. Donc en fait, on fait des appels sur des projets avec pour l'Institut de la Transition dirigé vers la transition, avec une dimension interdisciplinaire. Les contrats doctoraux sont tous avec au moins deux co-encadrants dans des disciplines différentes. Et il faut qu'il y ait, c'est important que dans le projet, il y ait vraiment une vraie dimension de transition, donc de cheminement vers soit la décarbonation, vers économie circulaire, n'importe quoi, n'importe quel aspect, sur la transition. Ça c'est l'essentiel. Et comment dire, c'est moi, donc je suis, comme je l'ai dit, je suis philosophe des sciences. J'ai été chercheuse CNRS pendant des années. Ensuite, j'ai été prof à l'université de Lille en physique. Donc l'interdisciplinaire, en fait, c'est toute ma vie de chercheuse, c'est pratiquement de l'interdisciplinaire, et j'ai jamais vu quelque chose qui marche, qui soit aussi efficace pour favoriser l'interdisciplinarité. Là, vraiment, toutes les conditions sont réunies pour que ça marche. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de mon expérience, limitée évidemment, je pense que c'est la première fois où il y a des vrais moyens pour développer des projets vraiment interdisciplinaires, mais c'est pas du tout garanti que ça donne quoi que ce soit. Et en particulier, un obstacle dont je pense tout le monde est conscient, c'est que les doctorants qui se lancent dans des projets interdisciplinaires, c'est vraiment compliqué de leur imaginer un avenir académique. Ça peut marcher, ça peut être le cas, mais c'est une vraie responsabilité pour les encadrants que d'engager des doctorants sur cette voie-là. Alors là, c'est peut-être un vrai problème éthique, mais c'est à discuter.
Merci beaucoup pour vos deux présentations. Je suis pas sûr, je sais pas si ma question s'adresse plus à Stéphanie ou à Anouk, donc je vais y aller. Quand on fait de la recherche technologique en lien avec les industriels, il y a des roadmaps technologiques qui sont élaborés par des consortiums d'industriels. Donc il est clair qu'une roadmap technologique, c'est quelque chose de très politique, qui se passe en général complètement en dehors du débat démocratique d'ailleurs. Ce qui est simple pour les acteurs de la recherche, public, c'est de suivre la roadmap technologique. Donc on travaille avec les industriels, c'est lucratif, c'est valorisant. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir aussi un rôle de la recherche et avec une approche vraiment pluridisciplinaire pour discuter suffisamment tôt ces roadmaps, une analyse critique de ces roadmaps, éventuellement aussi aider à anticiper les réglementations qui en général arrivent très très tard, c'est-à-dire qu'on commence à réglementer une fois que voilà, tout est là. Par exemple, la 5G, on s'en préoccupe très tard, il n'y a pas de débat, c'est fini, etc. Il y a 1000 exemples comme ça. Et pour représenter l'expression de Stéphanie, est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette de la recherche à ce niveau-là? Alors là, c'est comme Stéphanie l'a un tout petit peu sous-entendu à un moment. Comment dire, le trou dans la raquette, c'est qu'il n'y a même pas de raquette. En SHS, le manque de connaissances, on peut appeler ça manque de financement, mais le manque de connaissances sur les sujets vraiment importants, il est flagrant. C'est un vrai obstacle. Mais c'est comme ça. Il faut quand même arriver à faire quelque chose malgré ça. Donc oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il faudrait arriver à faire mieux, mais c'est là que c'est intéressant aussi de reprendre en considération ce qui a été dit ce matin. Dans ce qui a été dit ce matin, il y avait plein de discussions sur sur le futur de la recherche, le futur, mais à quelle échéance? Et c'est toujours bien de se projeter dans un futur idéal où tout le monde est très vertueux. Mais non, mais il faut partir de l'existant. L'existant, c'est que on n'a pas toutes les connaissances que j'ai indiquées sur les ressorts des comportements des gens, les conditions de succès d'une décision politique efficace, etc. Et donc, faut faire avec. Faut partir encore une fois de l'état des connaissances. Et il faut pas, imaginer que on les a, mais on n'y aurait pas accès. Non, il y a plein de connaissances que tout simplement on aimerait bien en avoir, mais on ne les a pas. Une réponse classique, qui n'est pas la mienne, mais une réponse classique, c'est de dire, en ce qui concerne les développements venant des industries ou du privé, c'est que quelque part, on considère dans nos économies de marché, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on considère que finalement, si on met sur le marché quelque chose qui répond à aucune attente, quelque part, on est à côté du besoin d'une société. Alors, évidemment, avec toutes les insuffisances de cette réponse. Mais je voudrais du coup attirer l'attention sur les choix qui sont faits dans la recherche publique. Laissons de côté cette recherche privée. Dans la recherche publique, il y a aussi des choix très forts qui sont faits, avec effectivement une absence de débat démocratique. Quand on décide, par exemple, de financer massivement des approches, et je ne sais pas encore du tout pour critiquer ces approches, de financer massivement, par exemple, le séquençage du génome humain avec de l'argent public. Là, ça a des conséquences qu'on anticipe parfaitement en termes de tests génétiques, etc., sans que ces choix soient sur le radar d'une discussion démocratique. Pareil au niveau européen, quand l'Europe investit 1 milliard sur le Human Brain Project, par exemple, c'est de la recherche, pas seulement, mais en partie académique, avec une certaine vision du fonctionnement du cerveau, de ce que l'on devrait apprendre sur le fonctionnement du cerveau. Et là aussi, on peut évidemment regretter une absence de débat démocratique. Alors c'est aussi une question sur laquelle je travaille, c'est la question de la démocratisation des choix, des priorités de la recherche, mais je n'ai pas pu en parler en 25 minutes, mais l'envie ne m'en manque pas. Oui. Oui, bonjour, je suis Lucille Vessier, je suis journaliste à The Meta News, un média qui parle du monde de la recherche, principalement aux chercheuses et chercheurs, a priori de toute discipline. Et c'était très intéressant d'avoir votre présentation à Anouk, parce que la semaine dernière, j'étais à une école de physique des Ouches qui parlait des enjeux sociétaux des sciences. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de physiciens qui disaient, mais en fait, le constat, on l'a, les solutions, on en a certaines, mais pourquoi c'est pas appliqué au niveau politique? Et en fait, il y avait personne pour répondre à cette question de scientifiques, en fait, du monde de la recherche, qui se demande comment on fait le lien entre les deux. Et sur la question des connaissances utiles à la transition écologique, vous avez parlé du fait qu'il faut qu'elle soit interdisciplinaire, mais est-ce que c'est une condition suffisante? Et qu'est-ce que c'est une recherche vraiment interdisciplinaire?
la question qui tue. Merci. C'est très difficile à définir. Je pense, enfin, comment dire. Et là, c'est pareil. Il y a toute une gradation entre une recherche interdisciplinaire idéalisée, pas du tout réaliste, et ce qu'on peut commencer à faire, encore une fois, avec les moyens du bord, à savoir au moins des projets de recherche, par exemple des projets de recherche doctoraux avec 2 disciplines, 2 collègues qui se parlent sans mépriser, comme je l'ai dit, les modalités de validation, les hypothèses de l'un ou de l'autre, enfin de l'un l'autre. Déjà ça, je pense que ça permet, c'est quelque chose qu'on fait très très peu. Bon, les plus ambitieux diront que ce n'est pas de l'interdisciplinaire, c'est pas du vrai interdisciplinaire. C'est pas grave, c'est déjà bien. Donc moi, j'ai des exigences extrêmement modestes, une exigence simplement de dialogue, comme j'ai dit, sans évaluation hâtive ni aveuglement. Mais déjà, ça, c'est très 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 difficile. Et sur ces belles paroles, je vais être obligée de vous laisser. Je vous prie encore de m'excuser, mais je fais confiance à Stéphanie. Merci. Merci Anouk. Alors, peut-être je peux ajouter même si la question ne m'était pas adressée. C'est vrai que c'est une frustration qu'on a beaucoup dans le monde académique en disant, mais regardez, on vous a donné les connaissances, on parle et puis vous ne prenez pas les bonnes décisions. Mais là, on le sait très bien aussi au niveau individuel. Par exemple, on peut très bien savoir, hein, pour reprendre le même exemple, que fumer n'est pas bon pour la santé. C'est pas pour ça qu'on fume pas. Pourquoi ? Parce que une connaissance peut rentrer en tension avec des préférences, un système de valeurs. Et évidemment, on ne change pas son système de préférence, son mode de vie, parce qu'on a... Et ne pas changer son système de préférence, son mode de vie, ne suppose pas qu'on n'accorde pas de crédit à la connaissance. Mais c'est simplement comme ça qu'on fonctionne individuellement et au niveau d'une société. Et donc, cette frustration des chercheurs, peut-être qu'une façon de la surmonter, c'est précisément, comme un certain nombre de chercheurs le font, c'est de s'engager politiquement, comme l'a fait, par exemple, s'en prend comme une figure comme Pasteur, hein, que je connaissais pas très bien, mais le département de philo est dans le pavillon Pasteur à l'ENS. Et c'est vraiment la figure d'un chercheur extrêmement impliqué dans la vie politique et sociale de son temps, tout en ayant évidemment une démarche d'acquisition de connaissances fondamentales en microbiologie que vous connaissez autant que moi. Mais si vous lisez les biographies de Pasteur, sa correspondance, il est en permanence à écrire aux différents, on dirait aujourd'hui, acteurs politiques pour leur dire, mais attendez, moi j'ai fait cette découverte, mais qu'est-ce que vous allez en faire, hein? Et il était très impliqué jusqu'au bout de la chaîne des conséquences pratiques, des effets pratiques que l'on peut tirer de connaissances. Et ça, c'est pour ça qu'une figure comme Pasteur rappelle que certains d'entre nous, et ça dépend de son tempérament et de ses affinités, certains d'entre nous peuvent avoir envie d'aller au bout de la chaîne de l'action. Alors, des questions pour Stéphanie Ruffy à partir de... Bon, merci beaucoup. Donc, j'avais une question sur ce focus sur la découverte, l'inattendu. Est-ce que la science vraiment devrait tourner autour de cette question-là? C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes pour la science, mais ils ne sont pas des découvertes, ils ne sont pas inattendus, mais ils sont extrêmement importants pour faire progresser la science et les connaissances. Donc, est-ce que la réflexion sur ce qui est cette progression de la science est très différente de cette focus sur la découverte et l'inattendu comme sorte de piédestal sur laquelle certains scientifiques mettent la science? Oui, c'est vrai que je ne suis pas sociologue des sciences, mais c'est vrai que c'est assurément, et on le ressent tous, je pense, un élément très important de l'image culturelle des sciences, cette capacité de nous emmener vers quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Alors, je ne sais pas si la question que vous posez, c'est cette question normative que j'ai un petit peu... Alors, il y a à la fois une question une question normative de valorisation de l'imprévu, et puis une question descriptive, est-ce que finalement c'est si valorisé que ça quand on regarde les systèmes de récompense de la science? Voilà, donc question normative. Alors c'est un petit peu celle que j'essayais de poser, c'est-à-dire que
de quel type d'imprévisibilité, on doit valoriser aujourd'hui. Parce qu'il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire qu'on demande à la fois d'un côté à la recherche, on nous demande d'être plus, entre guillemets, responsable, hein, pour reprendre des vocables très courants. Ça veut dire quoi être plus responsable? C'est-à-dire avoir des comptes à rendre en termes de ce que la science va donner. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une tension avec le fait qu'on ne sait pas ce qu'un programme de recherche va donner c'est la nature même de la recherche. Et donc comment est-ce qu'on peut nous demander d'être responsable alors qu'on ne peut pas anticiper ce qui va sortir de nos programmes. Donc cette tension-là, on peut la surmonter en s'interrogeant sur les raisons que l'on a aujourd'hui de valoriser un certain type d'imprévisibilité. Parce que certes, la confiance en la science, que ce soit les institutions ou les chercheurs, reste très haute. Hein. Il n'y a pas tant que ça de crise de confiance dans la science. C'est-à-dire qu'on reste en tant que chercheur très largement sur la marche numéro 1 du podium, les institutions scientifiques aussi, loin devant d'autres institutions comme la justice, etc. Donc cette confiance, elle est là. Mais excusez-moi. La question qui se pose, c'est... donc la confiance, elle est là, mais ce qui a changé depuis quelques décennies, c'est un rapport plus ambivalent aux effets négatifs ou positifs que la science a sur les différentes composantes de la société. Et donc si on prend compte de cette ambivalence croissante, et qui peut être justifiée, hein, parce qu'on sait qu'on n'a pas tous la même réception des avancées en intelligence artificielle, hein, j'imagine que dans cette salle, on n'est pas tous contents, ou pas contents d'ailleurs, qu'importe, de certains développements. Et donc, étant donné cette attitude à juste titre plus ambivalente envers les développements des sciences, quelle raison on a encore de valoriser cette imprévisibilité? C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va en sortir, mais est-ce qu'on en a envie ou pas de ça? Est-ce que ça va correspondre à ça? Et donc cette question normative, elle va contre cette image culturelle très forte des sciences qui valorise l'inattendu, l'imprévu, mais il est peut-être en 2023 en tout cas, encore une fois c'était différent avant, mais en 2023, on peut peut-être s'interroger sur cette valorisation de ce type d'imprévisibilité et préférer que finalement la science nous surprenne moins, mais réponde davantage à certaines urgences. Alors sur la dimension sociologie des sciences, nous aurons à la table ronde tout à l'heure avec Arnaud Sarmartin un sociologue qui donnera sa position. Et sinon, il y avait une question au fond. Oui, vous avez parlé... Bonjour. Vous avez parlé qu'on ne pouvait pas couper le CNRS en deux pour savoir quel type de recherche on fait. Mais par exemple, si je pense aux think tanks qui ont parfois des doctorants et qui ont parfois une gouvernance un peu politique, est-ce qu'on peut faire cette expérience avec eux? Est-ce qu'ils ont apporté vraiment quelque chose à la connaissance? Alors là, je vais botter en touche. Je ne sais pas ce que les think tanks ont apporté à la connaissance. Non, je ne sais pas. Mon expérience de pensée avec le CNRS ou n'importe quel organisme, c'était parce qu'on a beaucoup d'intuition, et moi, autant que vous, on a beaucoup d'intuition sur qu'est-ce qui fait qu'une recherche est féconde, etc. Mais finalement, adoptons aussi une démarche plus scientifique sur ce genre de questions. Et moi, j'en sais rien. Empiriquement, est-ce que, encore une fois, c'était ce que je présentais, est-ce qu'une science... Quand on regarde l'histoire des sciences, hein, on trouve... La liste est aussi longue, encore une fois, de découvertes extrêmement importantes et extrêmement impactantes qui ont été faites dans des démarches de science avec un horizon d'utilité extrêmement proche et ferme. Donc, à défaut de réponses empiriques, on peut regarder du côté de l'histoire des sciences, et on peut regarder aussi du côté de... Et ça, j'ai pas eu le temps de le développer, mais d'arguments épistémologiques. Alors, une question ici. Alors, d'abord, un peu introductif. Pour moi, j'ai l'impression que vous devriez séparer la science fondamentale, pure, qui effectivement est basée sur l'imprévisibilité, et celle qui est orientée sur des buts à court terme, c'est a priori ce qu'on appelle la science appliquée, voire l'innovation, et qui marche bien. On voit qu'à partir du moment où on a eu besoin de LED blanche, l'industrie s'y est mise et elle a sorti des LED blanches très rapidement. Alors ma question plutôt, c'est est-ce que cette imprévisibilité, elle existe en SHS ou c'est uniquement sur les sciences dures? Oui. En plus, moi, je viens plutôt des sciences, de l'astrophysique, etc. Donc j'ai peu de... Bon, certes, il y a longtemps que je suis en philosophie. Je ne sais pas répondre à ces questions. Je laisserai mes camarades des SHS y répondre. Mais par contre, non, mais si.
Non, c'est vrai que moi, mes objets d'étude, ce sont les sciences de la nature, c'est-à-dire donc toutes ces analyses épistémologiques que j'ai pas pu développer, elles analysent le fait que dans certains types de recherches, on va avoir des connaissances très limitées, très imparfaites, des chemins causaux, mais dans la nature, dans les phénomènes naturels. Et donc, je me garderai bien d'extrapoler à ce que l'on peut dire des sociétés humaines. Donc voilà, je réponds très mal. Sur le premier point, la question, elle n'est vraiment pas du contraste entre ce qui serait une science fondamentale pure et une science appliquée. Le contraste qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est entre une science fondamentale, entre guillemets, désintéressée, c'est-à-dire qui est guidée par des motivations intrinsèques au développement d'un champ scientifique, et puis une science fondamentale avec un horizon d'application, use-inspired basic research, que la figure de Pasteur incarne, sachant que la plupart des problèmes qu'on a à résoudre supposent d'en passer par une compréhension tout à fait fondamentale des mécanismes, des phénomènes concernés. Donc le contraste, il me semble vraiment plus être entre recherche fondamentale et recherche appliquée, mais entre une recherche fondamentale, encore une fois, guidée par la seule curiosité d'un chercheur. Et qu'est-ce que ça veut dire guidé par la curiosité d'un chercheur? Et je le vois aussi en philosophie. C'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière en philosophie des sciences, j'ai écrit des articles dans des grandes revues qui répondaient à machin, qui répondaient à truc, sur des sujets que 20 personnes, alors à liste structurale, enfin je vous passe la liste, moi ça me passionnait sur des sujets que 20 ou 25 personnes, et puis c'est ça qui faisait que j'ai avancé dans la carrière, j'ai eu des articles en philosophie of science et tout ce qu'il faut. Mais à un moment, on se dit, ok, mais il y a des questions tout aussi intéressantes, mais qui sont guidées par des sollicitations extérieures. Et donc c'est ça le contraste. Mais pour répondre à des sollicitations, des problèmes exogènes, et c'est vrai aussi en philosophie des sciences autant qu'en physique, ça ne fait pas une science moins intéressante, mais c'est simplement que l'origine du problème, elle est un petit peu différente. C'est pas simplement une origine qui émerge de la dynamique propre d'un champ scientifique, mais c'est quelque chose qui est en quelque sorte impulsé par des questions exogènes. Et voilà, c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer aujourd'hui. Et du coup, pour le coup, les sciences humaines et sociales sont autant concernées par cela que les sciences de la nature et la philosophie des sciences, encore une fois. Quand vous regardez les plus grandes revues en philosophie des sciences, vous avez toute une partie qui, à mon sens, et je ne suis pas la seule à le dire, en train de dériver vers vraiment quelque chose d'un peu scolastique. C'est-à-dire qu'on répond sur des choses extrêmement techniques, extrêmement pointues, réalistes, structurales. Alors ça fait des magnifiques papiers. Mais qu'est-ce qui est, voilà, on est vraiment entre pairs, et on est jugé de l'intérêt de la question. L'intérêt de la question, qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette question-là? C'est ce que les pairs, mes pairs en disent, et pas ce que d'autres acteurs de la société en disent. Et peut-être qu'il est temps de sortir de ce régime. Et Anouk avait bien raison de souligner que cette évolution entre frontalement en tension avec le incentive system, enfin le système d'incitation de la science, où ce qu'on valorise, c'est plutôt la résolution de problèmes endogènes, et autant en philosophie que dans d'autres disciplines. Et donc on peut avoir à un moment le besoin de sortir de la résolution de problèmes endogènes, mais c'est pas moins intéressant cognitivement. Merci. Une dernière question. Oui, enfin, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question. En fait, l'expérience de couper le CNRS en deux, on ne peut pas le faire, mais on a quand même tout un tas d'organismes de recherche à vocation finalisée qui, normalement, s'intéressent à des questions qui appellent justement plus globales, donc l'INRAE, l'INSERM, etc., vont prendre des objets. Et alors, je suis d'accord sur les difficultés de construire une vraie interdisciplinarité, mais je ne suis pas sûre que pour moi, une vraie interdisciplinarité dans ce que j'ai vu, enfin, de ce que j'ai pu avoir l'occasion d'essayer de pratiquer, ça se fait quand même avec des gens qui sont très bons dans leur discipline. Oui, absolument. J'ai été à un moment vice-présidente en charge de l'interdisciplinarité au moment à l'Université Grenoble, au moment où il y a eu l'IDEX, etc., qui était une priorité. Donc je me suis beaucoup interrogée sur ces questions d'interdisciplinarité, des mesures qu'on pouvait prendre à l'université, à l'échelle d'université, d'un IDEX pour la favoriser. Et c'est vrai que on peut tout à fait considérer, c'est la version en T, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que
vous faites du transversal quand vous avez une base solide, hein, c'est le T. Donc c'est pas du tout... oui, absolument. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont vous dire qu'on est bon en interdisciplinarité si on n'a pas des socles disciplinaires forts. Effectivement, mais là, c'est vraiment qu'une partie de l'histoire, puisqu'après, il y a justement cette capacité, pas tellement, enfin, bien sûr aussi à faire de l'interdisciplinarité, mais aussi, encore une fois, et j'insiste là-dessus, à être capable de transformer des questions exogènes en questions de recherche intéressantes qui sont susceptibles aussi de ne pas être trop en tension avec le système d'incentive de la science et une forme d'engagement dont je n'ai pas parlé parce que le temps a été compté, mais une forme d'engagement qui est aussi complètement sous le radar, mais qui est justement le rôle que l'on a. On reste quand même dans un milieu professionnel relativement auto-gouverné, auto-administré. Alors peut-être pas autant qu'on voudrait, mais quand même, par rapport à d'autres milieux professionnels. Et donc, ce système d'incentive, de récompense de la science, qu'est-ce qui fait qu'on a une grande carrière ou pas? On a un rôle à jouer. Donc là, c'est une forme d'engagement forte. Quand on est dans des comités de recrutement, quand on est quand on est dans des comités de recrutement, on est bien quand même, dans une certaine mesure, aux manettes des types de profils que l'on va retenir dans la case excellence scientifique. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas toujours rejeter la responsabilité vers je ne sais quel acteur extérieur au monde académique. Et il me semble que là, on a, et les jeunes générations, je pense, enfin, je ne sais pas, quand vous enseignez, nous le rappellent, vous râlez contre ce système-là, mais il me semble qu'on en est on le subit, mais on en est des acteurs aussi. Et c'est une forme d'engagement peut-être moins visible à l'extérieur, mais qui est certainement essentielle pour que ces autres formes d'engagement puissent prendre et avoir leurs effets. Donc mettre en cohérence notre système interne de récompense, de qu'est-ce qu'il faut pour faire carrière, et là on a un rôle à jouer encore une fois, et puis ces autres formes d'engagement, que ça puisse être compatible avec les valeurs internes à la science. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on mette un point final à ce troisième temps pour rentrer dans le dernier temps du colloque sur les questions d'organisation de la recherche.